Bonsoir mes chers camarades, je suis actuellement avec monsieur Georges Com, historien, économiste et homme politique libanais. Il est auteur de nombreux ouvrages consacrés notamment à l'histoire du Proche-Orient, au monde arabe et à mon camarade ci-joint, Ézéchiel Jal. Bonjour. Voilà, bonjour. Donc monsieur Georges Com, je vous reçois aujourd'hui et j'ai l'honneur de vous recevoir pour vous poser certaines questions notamment donc sur des notions de civilisation, d'économie qui concernent essentiellement les pays arabes, puisque dans la sphère francophone, il est malheureux de voir que toutes les questions sont avant tout essentialisantes sur des questions confessionnelles, indépendamment de la question arabe qui est aussi centrale dans cette même civilisation arabo-musulmane. Bon, Oui, oui, écoutez, c'est normal, hein, on a affaire à des puissances qui étaient impérialistes, colonisatrices, et qui, à mon avis, le restent jusqu'aujourd'hui, avec évidemment les États-Unis qui ont étendu une domination très forte sur toute la région, avec des moyens tout à fait condamnables. On pense simplement, par exemple, à ce qui a été fait à l'Irak dans le temps. Donc, pour moi, rien de nouveau sous le soleil. Hein. Nous sommes toujours dans des situations très pénibles, très difficiles. Il y a beaucoup de pillage des ressources du monde arabe, de toute façon. Vous avez beaucoup de pays arabes qui sont entre les mains des États-Unis directement. Et donc, heureusement, vous avez aussi un autre aspect du monde arabe. Mais ce qui complique la donne aujourd'hui, c'est aussi la présence iranienne. Et, qui maintenant se complète avec l'arrivée chinoise dans le monde arabe. Ça, c'est un fait très nouveau et très intéressant. Exactement. La question que je voudrais vous poser en amont, puisqu'elle est centrale dans l'arabité, quelle est la définition, M. Georges Com, de l'arabité? Qu'est-ce que être arabe? Toute personne qui parle l'arabe est arabe. C'est tout à fait évident. Hein. Et culturellement arabe. Enfin, le plus fort lien qui existe entre les Arabes, qui est indestructible, c'est le lien de la langue, auquel on peut ajouter évidemment le lien de la religion, mais le lien de la religion peut opposer des Arabes les uns contre les autres avec des visions différentes du message religieux, tandis qu'avec la langue, et je rappelle toujours que la langue arabe est une langue poétique par excellence. Hein. Et tous ceux qui pensent qu'ils pourront faire disparaître la personnalité arabe ou arabo-musulmane se trompent. Hein. La culture arabe est absolument destinée à durer, elle ne peut pas disparaître. C'est une culture qui est pérenne et qui antecède, il est vrai, l'arrivée du Coran. Les chrétiens aussi sont l'arrivée du Coran. Beaucoup de monde a oublié que ça a été la langue des sciences pendant des siècles. La langue arabe, vous aviez des savants de toutes les nationalités, des Iraniens, des Turcs, etc., qui tous parlaient arabe et écrivaient en arabe. Je peux aussi rajouter un savant chrétien qui s'appelait Shir Shecho, compétent en philologie arabe. Oui, Louis Shecho, oui, un jésuite, effectivement, et spécialiste des poètes arabes chrétiens, des anciens poètes arabes chrétiens. Très bien. Donc, c'est à mon camarade Ézéchiel Jal de vous poser une question, M. Georges Com. Oui, alors, M. Georges Com, dans votre œuvre, vous avez évoqué le concept de la plasticité de la charia. Je ne sais pas si c'est un clin d'œil à Karl Popper. Et vous dites même que l'islam est le monothéisme le plus plastique des monothéismes. Et par extension, j'ai une question qui complémente celle-ci, elle est dans le même sillage. Vous dites, et à juste titre à mon sens,
que les Arabes ne doivent pas faire un mimétisme de la laïcité européenne, avec son anthropologie propre, ses histoires, ses définitions, ses trajectoires, et que la question doit être posée différemment pour le cas de la civilisation arabe, qu'il serait plus juste de parler de liberté d'exégèse de textes sacrés. Ça, c'est intéressant. Est-ce que vous pouvez développer ces deux points, s'il vous plaît? Ah oui, bah, je pense que toutes les batailles autour de la liberté de penser dans le monde arabe, la mère des batailles, si on peut dire, c'est celle pour la liberté d'exégèse. Donc, ce qu'on a appelé la clôture de l'exégèse n'est pas sérieuse, hein. Elle a été faite par un certain nombre de juristes très conservateurs. Et par ailleurs, je dois rajouter que les frères musulmans ont été mobilisés de façon scandaleuse durant la guerre froide, de même que le christianisme a été aussi mobilisé et le judaïsme dans l'espoir de parvenir à faire tomber ce qui était alors l'URSS. Et ça a été une mobilisation générale, on l'a vu, c'est dans cette mobilisation d'ailleurs que s'est créé ce personnage mythique, Oussama Ben Laden, qui, au lieu de s'occuper de libération de la Palestine, est parti avec des milliers de jeunes Arabes, pour moi c'est un très grand crime, se battre en Afghanistan pour les intérêts américains. D'accord. Et quand vous évoquez la plasticité de la charia, que le monothéisme est plastique, en quelques mots, qu'est-ce que ça symbolise pour vous? Ben, c'est-à-dire que le nombre, si vous la grande source de cette plasticité, ce sont ce qu'on appelle les hadiths du prophète, qui sont tellement nombreux qu'on a fait dire un peu tout et n'importe quoi à la charia islamique. Mais dans mon dernier ouvrage que vous devez connaître, qui s'appelle Sur la pensée arabe contemporaine, je montre bien que finalement le main trend en islam est un trend de modération. Vous avez certains versets du Coran qui sont absolument admirables. Notamment, moi je les cite toujours, le verset qui dit جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. Nous vous avons créé en peuple et tribus pour que vous appreniez à vous connaître. Si vous voulez, c'est du dialogue de civilisation avant l'heure. C'est tout à fait extraordinaire. Et puis, vous avez aussi un autre verset du Coran qui vous dit وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ بِنْكُمْ أُمَّةً وَاحِدًا. Si Dieu avait voulu, il aurait fait de vous un seul et même peuple. Et donc, vous devez accepter la diversité. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, l'imam Jalal ad-Din as-Suyuti, dans son livre Fil Ulum al-Qur'an, il rapporte que sur 6236 versets, il n'y a que 150 qui font mention de la loi, et qu'en plus, à l'intérieur de ces 150 versets sur la loi, elles sont malléables en fonction de la réalité historique dans laquelle on est, tout simplement. Ah oui, tout à fait. Puis vous aviez eu le très grand travail du cheikh Ali Abdelrazek. Ah oui, excellent. Qui était un très grand C'est un livre. excellent ouvrage, malheureusement très peu connu, malheureusement. En tout cas, dans la sphère francophone. Non, mais parce que la sphère francophone, ça fait 40 ans ou 50 ans qu'elle ne s'occupe plus, à travers un certain nombre d'islamologues, elle ne s'occupe plus que de donner une vision de l'islam qui est l'islam du djihad, pratiquement. D'ailleurs, si je peux me permettre, vous avez coutume de dire qu'il y a toujours les mêmes trois noms qui reviennent, Maoudoudi, Ibn Taymiyyah et Saïd Qutb. Oui, c'est absolument incroyable. Hein, D'accord. Ben, écoutez, je laisse mon ami Arabian poser sa deuxième question. Exactement. Il y a trois noms ressortent en grande majorité, c'est Qobt, Maoudoudi et Ibn Taymiyyah.
En ce qui concerne ma question à moi, M. Georges Com, elle concerne le concept de shoah-obisme. Je pense que vous connaissez cette pensée. C'est une forme d'idéologie réactionnaire qui est venue contre une prétendue domination des Arabes au Moyen-Âge. Le concept de Shorbi, vous voulez dire? Le shoah-obisme, notamment avec les textes d'Ibn Garcia en Andalousie, contre les Arabes, c'est-à-dire en ayant un avis méprisant sur les Arabes. Et c'est ce qu'on appelle le shoah-obisme. Oui, le shoah-obisme, bien sûr. Voilà. D'ailleurs, l'universitaire néerlandais Leonard Bijel, dans son ouvrage, publié en 1972 sur les minorités au Moyen-Orient, parle, lui, actuellement d'une réincarnation de la shoah et de néo-shoah-obisme. Par exemple, le fénianisme, le pharaonisme, le berbérisme, etc. Ouais. Comment actuellement, selon vous, ce shoah-obisme s'inscrit-il dans l'identité des pays arabes? Est-ce un phénomène qui prend une grande ampleur ou est-ce simplement un détail de mouvements réactionnaires? Non, mais vous savez, l'ancien colonisateur, mais aussi les États-Unis, travaillent depuis des années. Ils ont écrit beaucoup de textes là-dessus. Et en plus, derrière tout cela, on trouve l'État d'Israël à faire du Moyen-Orient une zone de micro-État communautaire et ethnique. C'est tout à fait documenté par les écrits américains sur le sujet. Et bien sûr, le colonisateur français, je parle du Liban et de la Syrie, il a d'abord séparé le Liban de la Syrie, ce qui était une absurdité. Et deuxièmement, il a voulu créer des États communautaires. Il voulait créer en Syrie un État druze et un État alawite et 2 États musulmans sunnites. Et c'est pour ça que le mandat s'est très mal passé, parce que les Syriens ont refusé tout cela. Et dans la politique française actuelle vis-à-vis de la Syrie, ce sont encore les effets du mandat français qui se font sentir. Ce sont des effets du mandat postcolonial français, mais ne voyez-vous pas parfois, à travers la politique française, une forme d'ingérence, ou américaine d'ailleurs, pour diviser encore plus les Arabes en chrétiens, en musulmans, et voir une confession de l'arabité indépendamment de l'arabité? Non, mais vous avez des textes israéliens que moi j'ai souvent analysés dans des précédents ouvrages, qui sont d'une clarté limpide. Il faut absolument… Israël a considéré que le Liban était un ennemi existentiel, parce que le Liban n'est pas une société d'apartheid. Israël est une société d'apartheid. Donc, il y a toute une littérature israélienne abondante sur la nécessité de disloquer le Liban. Vous avez même le scénario de ce qui s'est passé en, je crois, 1977, de débaucher un officier de l'armée libanaise pour qu'il fasse sécession au Liban Sud. Et n'oublions pas combien Israël a martyrisé le Liban pendant des décennies. C'est vrai, c'est vrai. Le Liban a été martyr, notamment le sud du Liban, c'est vrai, il est très juste de souligner. Et évidemment, sans le parti de Dieu, il n'y aurait pas eu de libération. S'il fallait attendre une libération par l'application de la résolution 425 des Nations Unies, on serait encore en train d'attendre. Exactement. La résistance libanaise, tout à fait, en tout cas en Europe, sur ce plan-là. Bon, je passe le micro à mon camarade. Oui, donc, Monsieur Georges Com, contrairement à Edouard Saïd, avec qui vous avez sûrement eu de l'affection sur le plan humain, c'est pas le souci. Ah oui, une très grande affection, absolument. Oui. Bien sûr, mais voilà, ça n'empêche pas qu'on peut avoir des divergences intellectuelles, tout en respectant l'humain, bien entendu. Oui, oui. Et, contrairement à lui, vous dites que vous ne voyez aucun inconvénient, à juste titre à mon sens, c'est mon avis personnel, à ce que les Européens soient européocentrés. Par contre, vous appelez à ce que les arabo-centrés ne se soucient pas du baromètre européen. En gros, que disent les Européens sur les Arabes, etc. Donc, en gros, vous ne voyez pas, contrairement à Edouard Saïd, le problème de l'Européen centré. Il a le droit de l'être vu qu'il est européen. En gros, c'est ce que vous dites dans plusieurs de vos conférences. Là est votre nuance. Est-ce que vous pouvez développer ce point? Oui, c'est-à-dire, je pense qu'Edouard Saïd est un peu tombé dans
dans le piège de vouloir absolument déconstruire, hein, sur le mode du philosophe français, là, son nom m'échappe, mais ça me reviendra tout à l'heure, déconstruire le discours de l'Occident sur l'Orient. Vous savez, moi, je ne crois pas que c'est une nécessité vitale. Hein. Je crois que la nécessité vitale, c'est de libérer la région arabe de l'emprise occidentale et aussi de l'emprise de toutes les sciences sociales occidentales qui sont totalement européocentrées. Par contre, moi, le livre que j'adore d'Edouard Saïd, c'est Culture et impérialisme. Pour moi, c'est un ouvrage beaucoup plus important que son livre sur l'orientalisme. Mais je pense, si je me trompe, que vous appelez ça de l'orientalisme à l'envers, c'est ça? Oui, j'ai un peu appelé ça de l'orientalisme à l'envers, tout à fait. D'accord. Et vous avez évoqué aussi dans une conférence, en complément avec cette question, que vous ne voyez pas aussi l'Europe comme le diable, Satan avec un grand S, et qu'il y a certaines, je sais pas moi, certaines sciences ou certaines valeurs européennes qui peuvent être perméables à la civilisation arabe, tant qu'il n'y a pas d'hégémonie dans le sens le plus totalitaire du terme. Oui, mais alors nous avons un problème dont je parle dans certains de mes travaux, qui est celui que l'intellectuel arabe de qualité, quand il émigre vers l'Europe ou vers les États-Unis, pour pouvoir réussir, il est obligé de s'assimiler aux formes néocoloniales de la sociologie européenne ou des sciences humaines européennes. Et donc, souvent, on les perd. Pas tous, il y en a qui, bien sûr, qui ont résisté. Puis, enfin, il y a de gros contingents d'intellectuels arabes qui sont happés par la culture qu'on appelle coloniale ou postcoloniale. Je ne fais pas toutes ces différences. Aussi, le concept de postmodernité, pour moi, c'est une tarte à la crème sans aucune utilité épistémologique. Et d'ailleurs, oui, excusez-moi. Non, chaque période est une période postmoderne. C'est évident, ça ne fait pas de sens. Et d'ailleurs, je me permets de rebondir sur ça et puis je laisserai mon camarade Arabian le micro. Qu'est-ce que vous pensez en gros de la fuite des cerveaux, la fuite des cerveaux arabes, vu qu'on est en plein dedans? Ah oui, ben voilà. La responsabilité est partagée dans la fuite des cerveaux arabes parce que vous avez aussi des régimes arabes qui sont vraiment pas tendres. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est pour ça que le Liban a pu conserver, par exemple, beaucoup d'intellectuels libanais comme arabes venus s'installer au Liban et vivre au Liban. Je peux citer le poète Adonis, par exemple, hein, qui a vécu très longtemps au Liban et qui porte le Liban dans son cœur de façon très marquée. D'accord, d'accord. Merci pour votre réponse. Arabian, je te laisse le micro. D'accord. Dans une de vos conférences, c'était chez Pluriel, où vous avez dit que c'était contre la définition de Samuel Huntington quant au conflit de civilisation. Pouvez-vous nous préciser pourquoi plus en détail? Non, mais je dis que c'est une idiotie. C'est une idiotie intellectuelle complète. D'abord, le mot civilisation est lui-même un mot équivoque parce que il suppose un mot de sens contraire qui serait barbarie. Moi, je préfère qu'on parle de culture. Bon. Et d'ailleurs, lui-même utilise parfois le mot culture pour lui de façon indifférente. C'est une salade dans sa tête. Moi, je ne lui aurais pas donné une thèse de doctorat sur un travail aussi mauvais. Hein. C'est absolument incroyable. Les cultures, elles s'influencent ou elles ne s'influencent pas. Mais on ne peut pas dire que les cultures se font la guerre. C'est complètement idiot. Et c'est idiot, c'est idiot. Vous avez plutôt dit
qu'il y a des conflits intra-civilisationnels qui sont beaucoup plus récurrents qu'intercivilisationnels, entre parenthèses. Oui, moi, c'est ce que c'est sur toute la logomachie débile à propos de l'Europe unifiée. Je veux dire, enfin, c'est complètement idiot. Il reste, il reste un caractère allemand, il reste un caractère italien, il reste un caractère norvégien, un caractère suédois. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens, c'est vrai. D'ailleurs, si je peux me permettre, je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre Europe et Islam de 3 historiens, notamment Tolan, qui est du même avis que vous et qui répertorie le fait, d'une manière historique, que la civilisation en tant qu'entité homogène, c'est un leurre, et que voilà, il y a toute cette pluralité. Non, non, c'est un leurre. Enfin, ça nous vient depuis les Grecs. Hein. Mais dans la bouche des Grecs, le mot barbare ne signifiait pas un sous-développé. Le mot barbare signifiait l'autre, non grec. Et notamment, par exemple, pour eux, la grande civilisation iranienne, c'était les barbares. Mais les barbares, à l'époque grecque, c'était les non-grecs, c'est tout. Vous pensez quelque part que cette thèse est en cohérence avec la politique américaine dans sa forme impérialiste? Ah oui, moi je pense que c'est une simple expression inventée par la CIA pour augmenter son influence dans les pays arabes ou ailleurs, dans les pays non occidentaux. D'accord, très bien. Merci pour votre réponse. Et je rappelle, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais je rappelle le rôle qu'on a fait jouer aux frères musulmans qui ont été finalement, qui au lieu de travailler à la libération de la Palestine, ont été se battre en Afghanistan. Aberrant. 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 Ok, il est vrai que le pôle de la résistance s'est déplacé en Afghanistan contre l'URSS. C'était une guerre, disons, entre deux blocs, plus qu'une guerre pour l'émancipation des droits arabes en général. Oui, absolument, absolument. Très bien. Du coup, je passe le micro à mon camarade. Oui. Alors, question intéressante. Enfin, les autres étaient intéressantes aussi. Vous dites que vous avez deux bêtes noires, mais c'est de bonne guerre, hein, Hegel et Weber. Hegel pour la stylisation historique, mais surtout Weber pour sa théorie, sa célèbre théorie sur le protestantisme et l'esprit du capitalisme. Et vous inscrivez en faux avec cette analyse en évoquant plusieurs arguments. Le livre de Rodinso, Islam et capitalisme, avec la jurisprudence abbasside, etc. Et vous faites aussi appel à l'histoire et sa chronologie, à savoir les sociétés européennes du Sud, génoises, vénitiennes, etc., pour casser un peu le mythe de cette théorie et de cette corrélation que fait Weber entre le protestantisme et l'esprit du capitalisme. Est-ce que vous pouvez un peu développer, s'il vous plaît? Oui, alors bon, je dirais que Weber l'a formulé de façon prudente, mais il reste, surtout quand vous lisez le reste de l'œuvre de Weber, dans le reste de l'œuvre de Weber, on trouve des aberrations extraordinaires. Comme sur les bouddhistes, par exemple. Sur les bouddhistes, c'est ce que j'allais vous dire. Il ne dira jamais les bouddhistes ne pourront se développer économiquement. Bon, pour moi, c'est quand même très grave. Hein. Mais enfin, s'il fallait nettoyer les cursus universitaires en Europe ou dans les pays coloniaux ou impérialistes, hein, il y a beaucoup de travail. Hein. Et pour nos auditeurs, vous pouvez évoquer le livre de Rodinso, Islam et capitalisme, quand il fait un parallèle avec la jurisprudence des Abbassides et une forme de capitalisme. Oui, oui, Maxime Rodinso a fait un travail formidable, ça a été un grand ami. Bien qu'on avait de gros différends, dont je pourrais vous dire deux mots tout à l'heure. C'est normal, hein. C'est normal d'avoir des divergences. Oui, sur le Liban, mais Maxime Rodinson a démontré que l'islam était tout à fait capable de développement économique et social. D'accord. Et en quelques mots, par rapport à Hegel, pourquoi le considérer un peu comme une bête noire? Mais c'est de bonne guerre, hein, bien entendu. Il n'y a pas de...
Non, mais non, ce qui est choquant dans le hegelianisme, c'est que vous avez, à mon avis, la source de beaucoup des totalitarismes modernes. Et là, je rejoins Karl Popper, qui avait dénoncé cela. Il faut être beaucoup plus prudent. C'est-à-dire, cette vision d'une histoire unilatérale qui marche vers le progrès universel. Vous aviez le grand historien britannique Toynbee qui l'avait dénoncé aussi. Ouais. Mais après, j'ai l'impression que toute vision manichéenne est beaucoup plus bankable que les visions plus subtiles comme Karl Popper, etc. Pardon, qu'est-ce que vous disiez sur Karl Popper? Je disais que malheureusement, tout ce qui est manichéen, c'est plus bankable, c'est plus vendeur en général pour c'est les gens. plus vendeur, oui. Mais moi, je dois dire qu'intellectuellement, j'ai beaucoup profité de la lecture de Karl Popper. Ah oui, de vérité. Ben, merci, je laisse le micro à Rabian pour sa question. Merci, camarade. Je pense que vous connaissez bien mieux que moi Youssef Saïr, l'économiste arabe, d'origine bien sûr, paix à son âme. Le pain et la dignité. Oui, exactement. Voilà, mais c'est extraordinaire parce que c'est ce qu'on a retrouvé comme slogan dans ce que moi j'appelle, non pas le printemps arabe, parce que de nouveau, le printemps arabe, c'est la mainmise de l'Occident sur l'Orient de nouveau. Mais moi j'appelle ça les révoltes arabes. Alors, on a eu une série de révoltes extraordinaires. Moi, j'ai écrit avec beaucoup de nuances là-dessus parce que j'ai eu des amis que j'aime, que je respecte, qui ont dit tout ça est une manipulation de l'impérialisme américain. Moi, quel que soit le soft power américain, écoutez, faire bouger toutes les sociétés arabes, depuis Oman jusqu'à la Mauritanie, de façon aussi grandiose et d'une façon, ce que tout le monde a oublié, qui a eu un impact très positif sur l'Europe elle-même. C'est-à-dire le mouvement espagnol, Podemos, en Grèce aussi, il y a eu des mouvements. Vous avez eu le mouvement Occupy Wall Street. Tout ça, c'est grâce aux révoltes arabes. Aujourd'hui, évidemment, en Europe, personne ne veut reconnaître cela. Tout le monde s'est empressé d'oublier cela. Encore, ils sont quelque part européano-centrés sur cette question. Ouais. Du coup, pour revenir à la question de base, la pensée de Youssef Saïr fut une des plus prolifiques dans le domaine économique au sein des pays arabes. En se basant sur elle, dans quelle mesure pourrait-elle aider les pays arabes actuellement? Ah non, il avait cet ouvrage extraordinaire qui s'appelait El Khobz wal Karama, qu'on a retrouvé dans les slogans pratiquement des révoltes arabes. Malheureusement, la jeune génération, alors moi aujourd'hui, moi qui enseigne beaucoup, le problème qu'on a avec la jeune génération, c'est qu'elle est complètement phagocytée intellectuellement par le néolibéralisme. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est assez effrayant. J'ai pu être appelé en consultation en Tunisie, où j'avais beaucoup d'amis, où j'avais beaucoup fait de travail, de réforme économique et sociale. Ben, oui, mais alors le problème, c'est que tous ces jeunes ne connaissent plus l'économie politique classique. Et que même un économiste de l'envergure de Keynes n'est plus du tout à la mode. Selon votre expérience personnelle, de ce que vous remarquez chez les nouvelles générations arabes et peut-être aussi non arabes, c'est qu'elles ne sont plus au coup de l'actualité économique, ancienne ou même nouvelle? Oui, même nouvelle. Moi, je pense d'abord, on ne parle plus d'économie politique, on parle de science économique. Or, l'économie est très loin d'être une science. À la limite, on pourrait dire que c'est une science sociale, mais enfin, ce n'est pas une science exacte. Or, qu'est-ce que font tous les économistes aujourd'hui dans les universités? Et je l'ai vu à l'université américaine à Beyrouth, où j'ai enseigné de temps en temps. On leur apprend à faire des équations économétriques qui sont toujours les mêmes, mais qui n'apportent rien de neuf. Alors, pourquoi cet entêtement? Ben, je crois que, à la limite,
ça permet aux grandes firmes multinationales, au grand capital local ou international de faire ce qu'il veut. Donc, quelque part, c'est d'un point de vue mercantile, centralisé par rapport à certaines firmes. Tout à fait, tout à fait. Donc, comme quoi, même dans l'économie, il y a des pions un peu partout. Donc, je passe le micro à mon camarade. Ouais. Monsieur Georges Corm, vous dites qu'opposer la modernité et l'authenticité, ça n'a pas de sens, à juste titre d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi il y en a certains qui tombent dans ce piège de duel bricolé entre modernité et authenticité? Oui, alors j'ai expliqué notamment dans une conférence que j'ai donnée au Maroc il y a quelques années, et j'ai expliqué que c'est une problématique allemande qui a été importée dans la pensée arabe. Et vous savez, l'Allemagne a été le pays qui était le plus en retard, d'ailleurs, économiquement, par rapport aux pays d'Europe de l'Ouest. Et il a fallu attendre l'arrivée de Bismarck, d'abord pour faire l'unité allemande, et ensuite, alors, Bismarck a fait du protectionnisme économique qui apparaissait comme une aberration aux dirigeants de l'Europe de l'Ouest. Et tout ça va très mal finir parce que ça va finir dans la lutte pour le nazisme. Vous avez eu cet ouvrage extraordinaire qui s'appelle La Grande Transformation, dont le nom de l'auteur m'échappe, il me reviendra peut-être tout à l'heure, qui est un livre formidable qui montre les ravages faits par l'irruption violente du capitalisme, notamment en Allemagne, qui restait un pays largement agraire. Et il faut lire les mémoires de Thomas Mann, sont quelque chose de tout à fait exceptionnel là-dessus. Ah ben, j'en profite, vu qu'on parle d'économie aussi d'une manière un peu plus large. Vous dites qu'il faut faire une transition dans la civilisation arabe entre ce qu'on appelle l'économie rentière, qui est inutile, vers l'économie technologique, vers l'émancipation de l'industrie locale pétrolière, etc. Et surtout, vous appelez un éveil collectif pour justement faire surgir cette économie. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ben oui, le problème, c'est que quand vous avez une rente qui est obtenue aussi facilement, sans aucun effort productif, passer au monde de la production, de la maîtrise de la technologie, c'est faux. Alors, beaucoup de gouvernements arabes avaient cette équation complètement débile et inadéquate. Ils disaient, nous exportons de l'énergie et l'Occident nous envoie de la technologie. Non, la technologie, tant qu'elle est impactée, tant qu'elle est empaquetée sous forme d'équipement, vous ne la maîtrisez pas. Et ça a été le grand drame, à mon avis, en Algérie, que j'aime beaucoup, où j'ai beaucoup d'amis et où je m'étais beaucoup battu là-dessus pour expliquer que le fait d'importer des usines clés en main était une aberration, qu'avec ça, on n'apprend jamais. Vous avez le learning by doing, qui est quelque chose de très important, et que l'expérience japonaise nous apprend si on se penche sur la façon dont le Japon, qui était un pays massivement agricole et féodal, comment en quelques années, les anciens féodaux sont devenus de très grands entrepreneurs économiques. D'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez le penseur algérien Malik Benabi. Oui, bien sûr. Ouais, il a aussi cette vision-là concernant le Japon. Et le livre La Grande Transformation, c'est de Karl Polanyi. Je viens de voir ça sur Google. Karl Polanyi, tout à fait. Merci Google. Ouais. Je laisse mon ami Arabian poser sa question. D'accord, très bien. Il y a aussi un auteur marocain que mon camarade aussi, Ezekiel Jad, connaît, c'était Mehdi El-Manjara, qui était… Oui, dites-moi. Oui, je l'ai bien connu, Mehdi, oui. Donc, vous l'avez connu. Amin. Et cette même personne-là avait été contre l'idée de transfert de technologie d'un pays qui n'a pas la maîtrise à un pays qui a la maîtrise. On ne transfère pas une technologie, il faut avant tout transférer
l'acquisition du savoir au sein de la population. C'est ce qui reflète aussi votre pensée. Oui, oui, tout à fait, absolument. Non, il avait raison. Mais là où je différais avec Mehdi Manjara et avec le grand sociologue égyptien Anwar Malek, Oui. Anwar Abdelmalek, c'est ils ont eu très tôt une vision de choc de civilisation qui, à mon avis, a fait dériver un peu la pensée. Vous pensez à son ouvrage Humiliocratie, à Mehdi Manjara? Comment vous appelez l'ouvrage? Humilianosocratie. Ah non, je ne le connais pas, cet ouvrage, non. Ouais, c'est un néologisme qu'il a inventé pour définir un peu. C'est pas méga impérialisme, alors, l'autre bouquin de Mehdi Manjara. Il a eu un livre qui était sur le conflit des civilisations, autant que je me souvienne. Ouais, je pense que c'est celui-ci, méga impérialisme, je pense. Je n'ai plus le titre en tête. Je vais regarder sur Google, le temps qu'Arabian. Oui, c'est-à-dire que moi, j'étais très opposé à Anwar Abdelmalek aussi. Il ne faut pas aller sur ce thème de conflit des civilisations. C'est faire le jeu de votre ennemi intellectuel. Dans quelle mesure? Il faut au contraire démonter ce piège intellectuel. C'est-à-dire par la déconstruction de la question elle-même et non pas en se focalisant sur une réponse par réaction. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Vous avez aussi beaucoup de Français qui ont pu aider le FLN algérien, par exemple. Faut pas non plus mettre tous les Français dans le même sac, hein, ou tous les Occidentaux dans le même sac. Il ne faut pas essentialiser en tout cas cette question-là. Il ne faut pas essentialiser, absolument. Moi, ce que j'essaye d'apprendre à mes étudiants, c'est toujours l'approche multifactorielle. Un événement est toujours complexe, une évolution est toujours complexe, donc il faut l'analyse multifactorielle. On ne peut pas prendre un facteur et puis dire, voilà, ça explique tout. Ça c'est la catastrophe. Exactement. Du coup, pour répondre, pour poser la question que je n'avais pas posée, parce que j'avais rebondi sur Mehdi Manjara, dans votre ouvrage Pensée et politique arabe, vous avez fait mention d'un auteur assez intéressant qui s'appelle Nassif Nassar. Nassif Nassar, bien sûr. Oui, le titre de l'ouvrage que vous avez mis parmi tant d'autres était La porte de la liberté. Nassif Nassar, dans vos écrits, appelle à réformer le libéralisme à l'occidental et à asseoir une forme de libéralisme nouveau sur des principes plus solides. Est-ce que vous pourriez définir sa pensée, vous qui semblez en savoir plus que nous? Nassif Nassar, qui a une très belle œuvre, hein, et qui a été très honoré dans le monde arabe, y compris au Maroc. Nassif Nassar a publié au début des années 60 un ouvrage qui s'appelait le Nahwa al-Istiqlal al-Falsafi, vers l'indépendance philosophique, qui est la clé de l'indépendance dans tous les autres domaines de la connaissance. C'est vraiment un très, très bel ouvrage. Et je crois que Nassif Nassar est très bien connu, notamment au Maroc. Hein. Au Maroc et en Tunisie. Exactement. Par rapport à sa réforme du libéralisme, qu'est-ce qu'il entend par un libéralisme nouveau? Mais c'est toujours dans le même esprit. Hein. Un libéralisme nouveau, c'est un libéralisme qui serait adapté aux circonstances et à la conjoncture historique du monde arabe. Donc, ce n'est pas un copisme aveugle d'une civilisation à une autre. Mais il ne veut pas de copisme aveugle, bien sûr. Bien sûr. D'accord, très bien. Merci pour votre réponse. C'est à toi, mon camarade. Oui, donc Monsieur Georges Combe, vous parlez de l'archétype biblique qui organise sa vision du monde. Et par la suite, ce même archétype s'est laïcisé sans perdre sa mécanique virulente. En gros, on a toujours un peu cette vision un peu allusive, mystique du prophète Karl Marx, du prophète Weber, etc. Est-ce que vous pouvez développer cette analyse?
Oui, je pense que les sociétés monothéistes ont un problème. Elles ont un problème peut-être dans leur inconscient, je ne sais pas, mais elles ont ce problème. Le monothéisme est impérialiste par définition. À la différence de l'Antiquité, par exemple, où vous aviez une pluralité de dieux, et puis quand vous aviez une guerre, par exemple, et une société qui était conquise ou vaincue, ben, on réglait le problème psychologique en intégrant les dieux de la nation vaincue ou du peuple vaincu au panthéon des dieux déjà existants dans la nation victorieuse. Et ça n'est plus possible dans le monothéisme. Le monothéisme a en lui quelque chose qui est impérialiste. Alors maintenant, si nous revenons aux paroles du Christ, c'est tout à fait autre chose. Mais on sait que l'Église a été, pendant des siècles, une puissance oppressive absolument terrible. Rappelons-nous les tribunaux de l'Inquisition, c'était absolument affreux, le massacre des Cathares. Donc, il y a une intolérance dans les monothéismes qui est structurelle, qui vient surtout de l'Ancien Testament. Et je ne suis pas étonné. C'est l'Ancien Testament qui permet aussi, où il y a des phrases d'une dureté sur comment il faut supprimer de l'existence les populations de la terre promise pour qu'il n'y ait plus que le judaïsme qui soit triomphant. L'Ancien Testament, c'est vraiment un livre extrêmement dangereux. Autant les évangiles, de les lire, c'est vraiment une école spirituelle fantastique. Mais alors, l'Ancien Testament, c'est très grave. Et je me souviens de mon regretté père qui me disait, mon fils, lis autant que tu veux les évangiles, mais surtout, ne t'attache pas et ne lis pas l'Ancien Testament. C'est le livre des horreurs. À ce point. À ce point, oui, ben, il n'a pas tort. Il n'a pas tort. Quand on le lit. Pensez notamment au massacre des Philistins. Ben, oui, bien sûr. Ce sont des histoires de massacre tout le temps. Et d'ailleurs, en préambule, vous dites que le nationalisme, le patriotisme plutôt américain, s'est façonné d'une manière allusive avec l'Ancien Testament. Ah oui. Vous pouvez, non, bien sûr. Hein. Parce que dans l'Ancien Testament, c'est ça qui a permis aux Américains, en toute bonne conscience, de faire le trafic d'esclaves africains, de génocider la population de souche, la population chrétienne de souche. Et aujourd'hui aussi, on voit comment les Américains n'ont aucun scrupule. Parce que ce qu'ils ont fait à l'Irak est quelque chose d'absolument invraisemblable. Et tout ça sur des mensonges, puisque le régime... Oui. Et est-ce que le fait que l'esprit du temps de cette époque et l'épistémé qui est cher à Foucault n'a pas aussi entretenu et joué avec ça, parce qu'on était dans une logique économico-impériale, très martiale, etc. Donc, est-ce que le climat, on va dire l'esprit du temps et le contexte n'a pas alimenté déjà l'essence de la chose? Oui, mais je rappelle que l'Église... ce qu'a fait l'Église au Moyen-Âge n'est pas glorieux. La chasse aux sorcières qu'elle faisait, les bûchers, la chasse aux hérétiques, c'était pas très glorieux. Vu qu'on est dans le domaine du religiaré, de la religion, une dernière question, je laisserai mon ami Arabian. Vous avez évoqué 4 savants qui sont pour vous substantiels, importants, 4 savants cardinaux qui ont comme point commun de tous passer par l'université Al-Azhar en Égypte. Ouais. Et donc, c'est l'imam Tahtawi, Taha Hussein, Ali Abdelrazak et Ahmed Amin, qui sont vos 4 favoris de cœur, on peut dire ça comme ça. Est-ce que vous pouvez, pour chacun d'eux, évoquer ce que vous voulez évoquer, d'ailleurs?
un mot, vous en pensez? Oui, bien sûr. Moi, je crois que les grandes réformes de l'islam se sont faites par des chefs de l'Azhar, aussi surprenant que cela soit. Hein. Et si vous pensez à Taha Hussein, en plus, Taha Hussein est un génie d'une dimension incommensurable. Cet enfant d'un milieu très pauvre qui devient aveugle à l'âge de 2 ans, hein, et puis qui a cette œuvre formidable, extraordinaire. C'est lui qui a créé l'université du Caire, l'université d'Alexandrie, c'est lui qui a rendu l'enseignement obligatoire en Égypte. Il a fait des choses absolument fabuleuses. Alors, évidemment, là, je le rappelle aussi, vous aviez à ce moment-là la stature d'un homme formidable qui s'appelait Jamal Abdel Nasser. Et que, ce que je dis aussi, que jamais, jamais, par exemple, les Occidentaux ne l'appelaient le président Nasser. Ils disaient le Big Bashi, ou ils disaient le colonel, ou ils disaient, mais enfin, c'est complètement insensé. Cet homme était le chef de l'État, très populaire et des plus grands États arabes dans le monde. Et pour revenir sur les 4 savants mentionnés, vous dites une chose intéressante concernant Ali Abdelrazak, qui a écrit un livre monumental et important sur la politique et l'islam. Vous dites qu'il n'a jamais reçu de fatwa, donc de décret juridique, de tekfir, d'anathème. Il a juste été chassé de l'université, mais il n'a pas vraiment reçu de fatwa de tekfir. Et ça, c'est important parce que peu de gens le croient. Ils disent en général, ah non, il a été kafar, on lui a lancé l'anathème, alors que non, il a été chassé, mais… Non, non, oui, excusez-moi. Non, la fatwa, c'est l'imam Khomeini, malheureusement, hein, qui l'a lancé. Je dis ça parce que souvent les personnes, quand on leur parle de Ali Abdelrazak, ils sont réticents et ils disent ouais, mais lui, tout le monde l'a traité de mécréant, alors que c'est faux historiquement. Non, c'est complètement faux. Il n'a jamais eu il n'a jamais eu de fatwa contre lui de qui que ce soit. On lui a simplement interdit l'enseignement à l'Azhar. C'est tout ce qui lui est arrivé. Les fatwas, ça va venir avec l'ère de l'imam Khomeini. Et d'ailleurs, à juste titre, vous évoquez la manivelle politique à cette époque où le roi égyptien voulait prendre le relais califal. Et donc, il était logiquement gênant. Il devenait gênant, Ali Abdelrazak, mais juste d'un point de vue politique et profane, pas d'un point de vue religieux. Tout à fait. Et il a raison quand il dit le Coran ne contient aucune prescription. Le Coran lui-même ne contient pas de prescription sur l'organisation du pouvoir, à part le petit verset qui dit Waj'alul amra baynakum shura. Il n'y a rien d'autre dans le Coran sur lequel on peut bâtir un système politique. Et c'est bien pour cela, d'ailleurs, à mon avis, que sur les 4 califes qu'on dit les califes justes, 3 sont morts assassinés. Et ensuite, personnellement, je ne vois pas comment on peut succéder à un prophète. Un prophète n'a pas de succession. Prophète, c'est quelque chose d'unique dans l'histoire. Et d'ailleurs, dans l'œuvre de Ali Abdelrazak, il y a quelque chose qui m'a touché parce qu'au début du livre, il y a une préface de son fils et il relate une lettre que son père lui avait écrite en lui disant pour Dieu, j'irai jusqu'au bout et je ferai tout pour me désavouer, entre guillemets, du tarot. Alors que beaucoup de gens qui sont assez radicaux, qui ont une vision assez manichéenne de l'islam, scandent souvent le fameux tarot. Alors que finalement, Ali Abdelrazak avait bien, d'une certaine manière, visualisé et cerné ce qu'était le tarot. C'était le fait, tout simplement, d'utiliser la religion à des fins politiques. Et c'était vraiment touchant, émouvant, parce que c'était un homme seul contre tous, d'une certaine manière, qui écrivait à son fils et qui lui disait « Pour Dieu, je veux combattre l'injustice ». Et ça, c'était vraiment assez touchant quand vous avez lu ce passage. Oui. Et je termine juste avec ça. Il y a aussi des personnes qui ont une vision manichéenne et on peut fouiller chez des savants considérés comme étant des savants qui font partie de leur référentiel, comme par exemple Abdel Wahhab Khalaf, qui a écrit un livre qui s'appelle Ilm Usul al-Fiqh, donc les bases de la jurisprudence, et il dit lui-même, comme Ali Abdelrazak, il dit que
les versets qui sont le plus codifiés, mu'amalat, sur le relationnel, sont seulement le statut personnel et tout le reste, donc économique, juridique, est malléable avec l'esprit du temps et là où on est. Alors que c'est quelqu'un qui est considéré comme, on va dire, radical, et il le dit lui-même, hein, c'est ça qui est fou. Il faut lire le Coran en ayant, par exemple, le Coran qu'on appelle Al-Jalalayn, dans lequel vous avez les asbab nuzul al-aya qui sont extrêmement intéressants et qui permettent de mettre les choses en perspective. Exactement. Je laisse mon ami Arabian. Merci. Du coup, pour rebondir à votre thématique qui était très intéressante, Monsieur Georges Combe, ne pensez-vous pas aujourd'hui que c'est l'islam politique qui prend l'islam en général comme une forme d'intendance par sa propre mention? Et donc, le fait d'avoir politisé l'islam à des fins parfois nationalistes comme en Iran, n'est-ce pas finalement l'antithèse de l'islam et l'antithèse même d'une civilisation? Oui, ça je le pense. Mais vous savez, ce qui s'est passé en Iran, contrairement à un récit canonique, à mon avis, c'est une énorme révolution populaire qui a eu lieu en Iran, hein, et qui se réclamait beaucoup plus de quelqu'un comme Mossadegh, qui avait eu le courage, ce grand bourgeois, de nationaliser le pétrole en Iran. Pour moi, c'était ça la révolution iranienne. Alors, il a fallu évidemment que Michel Foucault et d'autres s'emparent de la révolution iranienne parce qu'eux-mêmes rêvaient de retour du religieux. C'était un peu leur… forme de messie. Oui, non, mais c'était leur gagne-pain, hein, de s'émerveiller sur le retour du religieux. Et ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens, et c'est encore une fois des opinions complètement eurocentrées, parce que, bon, en France, il y avait eu un peu de déchristianisation, mais enfin, il y a aussi beaucoup de croyants en France et dans toute l'Europe et ailleurs dans le monde. Donc, ce livre, le livre Prophète et Pharaon, d'ailleurs, de Gilles Kepel, qui est un révélateur aussi du fait de vouloir installer le fondamentalisme islamique qui a été tellement plastique et dont les Occidentaux se sont tellement servis, d'installer le fondamentalisme islamique comme la forme dominante de l'islam. Ensuite, autre facteur que nous ne pouvons pas oublier, c'est le wahhabisme saoudien. Et on sait que le wahhabisme a été considéré comme une forme déviante d'islam et que vous avez eu le sultan ottoman qui a demandé à Mohammed Ali de faire une expédition dans la péninsule arabique pour supprimer cette alliance qui s'était conclue entre Ibn Saoud et Ibn Abd al-Wahhab. Donc là aussi, aujourd'hui, le problème que nous avons tous, c'est que la vision de l'islam, c'est la vision wahhabite. En grande majeure partie, oui, c'est vrai. C'est la vision wahhabite. Or, quand vous lisez Ahmad Amin, par exemple, qui est quand même un très bon musulman, Ahmad Amin a des mots très durs sur Abd el-Wahhab en disant que ça n'est pas ça l'islam. Et d'ailleurs, si je peux me permettre, moi, pour le cas français, je parlerai aussi d'une forme de, comment dire, d'écosystème. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui ont lu plutôt tous les livres, on va dire, wahhabis. Et à côté de ça, il y a d'autres personnes qui ne sont pas trop des lecteurs, qui ne sont pas très investis par la religion, mais qui font partie d'une forme d'écosystème un peu flottant, où ils ont la même orthopraxie, en tout cas les mêmes mimiques qu'une personne qui peut se considérer comme wahhabi. C'est ça qui est assez affligeant, c'est qu'il y a une forme d'écosystème. Après, je ne suis pas pessimiste, mais pardon? Non, mais il ne faut pas oublier aussi que le wahhabisme dort sur les plus grandes réserves de pétrole du monde. Oui, donc la propagande. Et que c'est le plus grand consommateur d'armement dans le monde, ou le numéro 2. Donc, je veux dire, ça séduit beaucoup de personnes, mais avec des sociologies totalement différentes et opposées.
ça peut être, on va dire, excusez-moi un peu du terme, le dealer de cité, qui peut avoir certains élans, on va dire, entre guillemets, de visée wahhabi, que celui qui est parti étudier à Médine et qui reste un peu dans cette vision un peu statique. Après, je suis pas pessimiste et ça reste une forme de minorité, mais qui résulte quand même d'un écosystème. C'est ce qu'on observe en tout cas. C'est une minorité très agissante dans la mesure où, encore une fois, n'oublions pas, l'Arabie saoudite, pour moi, est une colonie américaine. Mmh. Elle est entièrement aux mains des États-Unis. Donc, ça n'est pas un espace, ce n'est pas un espace de liberté, en tout cas de liberté de penser, hein, bien au contraire. Ah oui, ça, on l'a remarqué. Et là, je voudrais vous citer d'ailleurs dans le travail d'un des 4 grands chefs que je cite, Ahmad Amin. Ahmad Amin, qui a écrit ses mémoires, s'ennuyait beaucoup quand il a été mis en poste à Alexandrie. Oui, avec l'anglais. Oui, j'aime beaucoup. Ouais. Oui, ce passage où il dit, bon, je me suis mis à apprendre l'anglais, et il dit, quand j'ai dominé l'anglais, j'ai réalisé que j'étais borgne avant de pouvoir connaître aussi l'anglais, qui est ma fenêtre sur le monde extérieur. En plus, il va dire aussi, il va aller en Turquie kémaliste et il va dire son admiration de Mustafa Kemal et donc de la laïcité à l'époque de Mustafa Kemal. Mais de toute façon, cette pluralité, qu'on soit d'accord ou pas, elle doit continuer à agir. Et c'est justement en allant, on va dire, butiner. Parce que Dieu nous dit, il ne dit pas fil Coran, allez chercher dans la terre. Et il y a une forme de démarcation un peu paupérienne, si j'ose dire, dont le musulman se doit, d'une certaine manière, d'être habité. Il doit être habité par cette démarcation paupérienne. Il doit aller chercher, d'une certaine manière, avec l'anglais, pour le cas de Ahmed Amin, à son âme, et pour d'autres leviers, que ce soit les langues, que ce soit d'autres sciences, etc. Et pas rester dans une théologie statique, malheureusement. Oui, oui, tout à fait. Eh bien, vous avez un très beau livre qui a été écrit par un Syrien qui s'appelle Zakaria Ozon, qui s'appelle Jarimat al-Bukhari, dans lequel il dénonce la façon dont on a inventé l'édit du prophète. Et c'est avec l'édit du prophète, surtout, hein, l'édit DITS, hein, bien sûr. qu'a prononcé le prophète hors prophétie, ces paroles non prophétiques, qu'on a complètement, à mon avis, changé l'esprit de la religion islamique. Bien entendu, et beaucoup de paroles apocryphes. D'ailleurs, de mémoire, il y a le fils de l'imam Ahmed qui reconnaît, par l'entremise de son livre Minhaj al-Sunnah, que son propre père, sous, on va dire, la pression du calife al-Ma'moun, a dû un peu rendre sahih, telle parole, etc., à but, on va dire, de survie, dans une logique de survie, etc. Et c'est son propre fils, hein, c'est même pas du dénigrement. Non, mais Ahmad Amin lui-même dit que si les Mu'tazilites avaient pu conserver le pouvoir religieux du temps des Abbassides, le sort du monde arabe, le sort du monde musulman aurait changé complètement. La pensée mu'tazilite, c'est quand même la pensée philosophique en islam. Du coup, on était avec la question d'Arabian. J'ai fait une ingérence, comme les Américains. Je ne sais pas. La question, c'était quoi? On parlait de l'islam politique. Excuse-moi, tu peux reprendre, excuse-moi. Du coup, il y a aussi on va dire un personnage, un protagoniste que tout le monde oublie, c'est la Turquie. L'Union turco-islamique pour les affaires religieuses est l'une des plus grandes organisations islamiques en Europe, notamment en Allemagne. Donc, l'irwanisme s'incarne aussi à travers les Turcs. Pourquoi personne n'en parle? Attendez, là, on a sauté à une autre période historique, mais attendez, le chef spirituel dont s'était réclamé Erdogan au départ, il est aux États-Unis. En exil? Il vit aux États-Unis. Son nom m'échappe, mais il est très connu. Est-ce qu'il vit en exil aux États-Unis ou c'est un choix? Non.
Ouais, ce qui prouve bien qu'il y a la main des États-Unis derrière tout ça. Eh ben, d'accord, très bien. C'est parce qu'en Europe, de mon expérience personnelle et même de mon expérience de mon camarade Ezekiel Jad, les Turcs passent de manière, je parle de l'islam turc, passent beaucoup mieux que le salafisme, où il y a une forme de réaction directement, peut-être par rapport à l'esthétique, je ne sais pas. Et il est tout autant aliénant puisqu'il obéit, comme tout islam politique, à un soft power turc, en l'occurrence. Oui, Et oui, mais le chef est aux États-Unis, il s'appelle Gulen, je crois. Hein. Il est aux États-Unis et c'est récemment que Erdogan s'est fâché avec lui. par rapport à quoi d'ailleurs? Ben parce qu'il l'a accusé d'avoir fomenté le coup d'État militaire contre lui. D'accord. Et Erdogan a une folie des grandeurs aussi. Et puis, moi, je vois une ville comme la ville de Tripoli au Liban est déjà pratiquement entre ses mains. Voyez ce qu'il a fait à la Syrie. C'est inouï ce qu'il a fait en Syrie, cet homme. Incroyable. Le nord de la Syrie, dans la région kurde. Mais quand vous dites Tripoli entre ses mains, c'est-à-dire? Ah ben, il est extrêmement présent à Tripoli. Par des achats de terres, économiquement ou politiquement? Économiquement et politiquement et religieusement. Donc, quelque part, c'est l'islam turc qui prend en étau cette partie-là de la nation arabe, tandis que l'Iran, et c'est la question que je voulais vous Écoutez, poser, en Irak. aujourd'hui, vous n'avez plus d'islam turc. Aujourd'hui, vous avez un dictateur qui a des ambitions complètement folles et qui s'appelle Erdogan. On le voit aussi d'ailleurs en Libye. Il est partout. Et il est partout. Il est partout, mais pourquoi, d'après vous, il ne répond pas à l'appel au secours des Ouïghours en Chine, qui sont turcophones? Oui, mais ça ne l'intéresse pas. C'est les intérêts économiques qui priment sur les intérêts finalement culturels et nationaux en théorie. Oui, oui, non, mais il a, si vous voulez, il a assez de points d'appui dans les autres républiques turcophones d'Asie centrale qui sont issues de l'ex-URSS. Il est très présent là-bas. D'accord. Donc, quelque part, on va dire qu'il a un agenda qui est propre à lui. Donc, par rapport à la question que je voulais vous poser, moi, par rapport à l'Irak, comment vous voyez l'avenir de l'Irak qui est actuellement occupé structurellement par les États-Unis et idéologiquement par l'Iran? Non, en Irak, vous avez de tout. Je ne crois pas que Alors, vous savez, l'Iran a acquis ce très haut profil parce que au Liban, on a eu le Hezbollah qui a réussi à chasser l'occupant sioniste. C'est ça ce qui a donné cette popularité au Hezbollah. Et en cela, bon. On parle de l'Iran, pas du Liban. Oui, oui, mais j'explique pourquoi le Hezbollah, je ne sais plus pourquoi on est venu à en parler. Ben oui, parce qu'on a parlé de la libération du Liban. Non, non, je parlais de l'Iran. Ah, Pas oui. en Irak. On sait qu'il y a beaucoup de milices iraniennes en Irak et que le gouvernement irakien est de plus en plus pris en otage. On a vu la venue de Moqtada Sadr en Arabie Saoudite. Et donc, structurellement, l'Irak est occupé par l'Iran. J'ai parlé à de nombreux Irakiens. Il y a eu des manifestations en 2018 qui ont été réprimées, notamment dans le sang. Et il y a les États-Unis et il y a aussi l'Iran. C'est un problème, je pense, pour la nation irakienne. Est-ce qu'il y a une issue à ce problème? Moi j'espère que l'arrivée des Chinois va constituer l'issue. Et le groupe qu'on appelle les BRICS, les Chinois aujourd'hui ont des capacités extraordinaires. Ils n'ont pas de tradition impérialiste, les Chinois. Alors évidemment, quand vous entendez des commentateurs occidentaux sur la Chine en Afrique, tout ce que fait la Chine est absolument affreux, mais
à la limite, c'est de bonne guerre, mais je crois qu'aujourd'hui, l'arrivée de la Chine va beaucoup changer la donne au Proche-Orient. Quelque part, en Irak, le parti basse est mort pour vous. L'Irak, pardon? Le parti basse irakien pour vous est mort. Le parti basse irakien, oui, je pense qu'on a fait une telle épuration. Hein, et puis, il ne faut pas oublier ce que les Américains ont fait en Irak. Enfin, ça a été l'horreur intégrale. Hein. L'embargo qui a tué des centaines de milliers de femmes, d'enfants, de vieillards. Et envahir l'Irak sur un énorme mensonge en plus. Et d'ailleurs, il y a un livre de l'avocat Vergès qui parle donc de la guerre en Irak, parce qu'on a tendance à oublier le patrimoine, et il donne 2 chapitres là-dessus où il relate à quel point les Américains ont détruit le patrimoine irakien. Parce que bien entendu, hein, les gens qui meurent, c'est au-dessus de tout, mais le patrimoine irakien a été brûlé, des centaines, des milliers d'ouvrages, de correspondances, etc. Ah oui, oui, non, mais ça ne m'étonne pas, hein, ça ne m'étonne pas. Vous savez, partout où passe l'armée américaine, c'est des crimes contre l'humanité le plus souvent. Hein, du coup, Arabian, Du coup, ma question, c'était par rapport à l'Irak. Je vois qu'il n'y a pas d'issue par rapport au conflit irakien. Je ne sais pas comment ça pourrait se faire. Parce que... Il n'y a pas d'issue. Enfin, l'issue est liée à l'apaisement du contentieux entre les États-Unis et l'Europe d'un côté et l'Iran de l'autre. L'Iran, de mon point de vue, ça n'engage que moi, est le principal problème en Irak avec les Américains. Même avant Khomeini et Saddam disaient que l'Iran avait des visées impérialistes, notamment sur Shaut al-Arab. Et c'est Khomeini qui a déclenché la guerre. Il y a un livre de notamment Charles Saint-Pro, Saddam Hussein et le gaullisme arabe, qui explique bien qu'on a voulu faire à droite un attentat à l'ex-ministre Tariq Aziz, qui repose en paix. Et donc l'Iran a toujours voulu envahir cette partie de la nation arabe. Le fait... Écoutez, moi je m'en tiens aux faits, c'est pas pour défendre l'Iran qui n'est pas ma tasse de thé, mais je m'en tiens aux faits. Oui. C'est quand même Saddam Hussein, il aurait pu regarder une carte géographique et voir que envahir l'Iran était une folie furieuse. Un pays de la dimension de l'Irak, même avec l'appui de l'Occident, ne peut pas envahir l'Iran. Mais l'aberration la plus totale. Militairement, c'est une aberration, il est vrai, qu'un seul pays arabe ne peut pas contenir l'Iran. Mais est-ce que l'Irak avait le choix? Non, mais c'est quand même, c'est quand même lui. S'il était tranquille sur son régime, à mon avis, il n'avait pas à aller envahir l'Iran. Il l'a fait au bénéfice des Occidentaux et rien d'autre. J'aimerais rebondir sur vous. Est-ce que vous connaissez la région qu'on appelle l'Ahwaz, qui a été un don de l'Empire britannique à l'Iran, alors que c'est une zone arabe? A-t-elle droit à l'indépendance? Non, attendez, l'Ahwaz est encore en Irak. C'est la région des marais. Maintenant, vous avez une région en Iran qui est effectivement peuplée d'Arabes, mais avec un peu de jugeote. Quand on regarde une carte géographique, vous regardez l'immensité de l'Iran, l'importance de sa population, et puis que vous regardez l'Irak, c'est se suicider. Lui est parti se suicider pour plaire à ses patrons saoudiens. Les Saoudiens claquaient des dents à l'époque, Koweïtiens et autres, hein, et occidentaux. S'il avait le souci de l'Irak, il n'aurait jamais été tenté d'envahir un pays 20 ou 30 fois plus grand que lui. C'était indéfendable. D'accord, très bien. Alors, je passe le micro à mon camarade. Oui, donc, monsieur Georges Corb, vous parlez du deuxième gros tremblement de terre, à savoir le renversement des métropoles vers les monarchies, on va dire rurales, qui sont le désert. Et vous appelez ça le désert qui prend sa revanche. Et vous dites que voilà. Ouais.
Oui, excusez-moi. Oui, vous pouvez développer, s'il vous plaît. Oui, écoutez, si vous voulez, la péninsule arabique a connu une heure de gloire quand il y a eu la prophétie coranique. Et puis, petit à petit, le centre du pouvoir chez les Arabes s'est déplacé. Il s'est déplacé chez les Omeyyades, notamment à Damas, où vous aviez aussi ce magnifique spectacle de la mosquée byzantine qui va être divisée en deux et où les musulmans et les chrétiens vont prier ensemble. Et donc, l'Empire omeyyade a été une très grande chose. Alors, contesté évidemment par les chiites, il y a eu ce schisme qui s'est fait, sur lequel Hicham Jaït a écrit La Grande Discorde, avec des exagérations, parce qu'il en fait un des événements les plus importants de l'histoire mondiale. Là aussi, il faut garder raison. Et on n'a jamais pu, par la suite, réconcilier sunnites et chiites, ou des approches théologiques des sunnites et des chiites. Et si je peux me permettre, comme vous évoquez donc, les Omeyyades, je ne sais pas si vous êtes de cet avis, moi je pars du postulat que je n'aimais pas vraiment de jugement moral. Je regarde plutôt d'un point de vue existentiel, parce que je me dis finalement, les califes, même si certains ont été sanguinaires, bien entendu, qu'il y a eu de la récupération politique, je me dis, ils ont articulé avec l'esprit de leur temps, la traçabilité historique de leur temps, et qu'il faut mettre à défaut ceux qui disent que l'essence même de l'islam est la politique. Je dissocie un peu tout ça, parce que certaines personnes me disent, oui, mais la traçabilité historique, tu peux la critiquer, mais ces gens-là ont fait avec les moyens du bord, bien entendu. Donc moi, je ne donne pas de jugement moral. Je dis juste que ça s'est passé comme ça. Et comme l'explique très bien Ali Abdelrazek, il dit, voilà, mais le fait de dire que l'essence même de l'islam appelle d'une manière globale à une visée politique, c'est différent. Est-ce que vous êtes de cet avis ou pas? Oui, ben, vous avez eu, alors évidemment, vous avez eu tout le développement du soufisme par ailleurs, qui est quelque chose d'important, qui continue d'exister, avec maintenant différents types de soufisme aussi. Il y a une spiritualité Bien sûr. islamique qui est extrêmement importante, Bien entendu, bien entendu. mais qui n'est connue que des spécialistes, hein, malheureusement. Ouais, ben, Tous elle les est grands substantielle. spécialistes de l'islam en Amérique ou en Europe D'ailleurs, je ne parlent sais pas très peu si vous, de la dimension soufie de l'islam. si vous connaissez Ismaël al-Falouqi, qui habite aux États-Unis, qui a écrit La philosophie du monothéisme. C'est assez intéressant. Oui, de toute façon, moi, je pars du postulat, c'était une optique médiévale. Donc, ils ont articulé avec voilà, les visées médiévales de l'époque. C'était l'articulation qui se faisait, à savoir l'optique coloniale, impérialiste, martiale, avec, on va dire, un vernis religieux. Donc, moi, je pars du postulat, je ne donne pas de jugement moral, tout en sachant qu'à côté de ça, à juste titre, il y a eu des courants alternatifs, notamment le soufisme, etc. Donc, en gros, comme dit un peu Ali Abdelrazak, je ne donne pas de jugement moral, je dis que voilà, c'était leur époque, leur esprit du temps, mais transférer une visée médiévale en 2021, ça n'a pas de sens, en tout cas. Oui, 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 bien sûr. Merci pour la réponse. Arabian, je te laisse le. Alors, Monsieur Georges Com, une question sur la femme arabe. Actuellement, la femme arabe, en tout cas. La manière dont tu l'as dit, la femme arabe. Le panarabisme. Attendez 30 secondes, je vais mettre un peu d'eau dans mon verre. Ouais, pas de souci. Pas de souci. Oui. Oui. Du coup, une question pour la femme arabe actuellement. En tout cas, le féminisme actuel, c'est un peu ce que Nassif Ashraf mettait en cause, c'est-à-dire on est dans un copier-coller
d'une idée occidentale. Est-ce qu'il n'y aurait pas un référentiel pour un féminisme arabe? Sur quelle base? Non, mais écoutez, c'est faux. Le féminisme arabe, comme je le démontre dans mon livre Pensée et politique dans le monde arabe, il est antérieur au féminisme européen et encore plus américain. Sur quelle base vous pourrez développer? Ben oui, vous prenez les femmes célèbres dans le monde arabe, à commencer par Hoda Sha'rawi, qui s'est dévoilée en public à la fin du 19e siècle et qui était en même temps une nationaliste vibrante. Vous avez énormément de féministes arabes qui ont eu un impact formidable sur leur société. D'accord, donc le féminisme arabe, en tout cas, dans sa forme, antécédait celui des Européens. Mais là encore, vous avez des travaux aux États-Unis, une femme qui est assez connue, qui a fait sa carrière presque là-dessus, sur le Islamic feminism. Ça n'a pas de sens. Ça ne fait pas sens. Hein. Miriam Cook, elle s'appelle. Elle a un ouvrage qu'elle a appelé Islamic Feminism. Elle développe quoi exactement à peu près? Oui. Non, mais elle prend toutes ces femmes qui ont développé la conscience de la nécessité de libérer la femme de la tutelle souvent très réactionnaire des hommes et elles l'ont secoué de façon extraordinaire. Alors, pourquoi appeler ça islamique féminisme? C'est du féminisme tout court. Hein. Le problème de la femme, il n'est pas que dans les sociétés islamiques. C'est-à-dire qu'elle a voulu donner un décorum islamique pour donner un label, c'est ça? Oui, ben oui, parce qu'on essaye d'enfermer les Arabes exclusivement dans l'islam. Alors certes, la religion est importante, c'est un peuple religieux, mais... c'est-à-dire que la civilisation arabo-musulmane n'existe pas pour eux, il n'y a qu'une civilisation islamique quelque part. Oui, c'est d'être enfermé dans un islam tel qu'eux-mêmes les voient, et notamment l'islam, pour eux, c'est les frères musulmans, et les frères musulmans, malgré qu'il est très clair là aussi que les frères musulmans sont créés en 1928 par les Britanniques, exactement à la même époque où Ibn Saoud, dans la péninsule arabique, s'intronise roi. C'est vrai, il est vrai. D'ailleurs, par rapport aux frères musulmans, Michel Aflaq disait que l'arabité est structurellement indépendante de l'islam, mais dans sa forme culturelle, elle est religieuse. Vous en pensez quoi? Oui, alors moi je crois que ça a été un coup de démagogie de Michel Aflaq, qui n'était pas très sérieux. Oui. Et puis finalement, enfin, le grand intellectuel du Parti Baas, c'était beaucoup plus... Salah Ben Betar? Non, c'était celui qui appartient à la communauté alawite. Azouri? Je ne sais plus exactement. Azouri, je ne sais plus exactement. Non, oui. Son nom va me revenir, mais c'est lui qui était l'esprit étincelant, hein, absolument étincelant. Qu'est-ce qu'il avait dit exactement pour situer le propos? Non, mais c'est-à-dire lui, son approche était une approche par la qualité de la culture arabe, par Arzouzi, il s'appelait. Arzouzi. Voilà, Arzouzi. Zakir Arzouzi. C'est un homme exceptionnel, Zakir Arzouzi. C'était lui le grand penseur. Ce n'était ni Michel Aflaq, ni Salah ad-Din al-Bitar.
D'accord. Ok, donc sa définition de l'arabité est comme la vôtre, je suppose. Oui, 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 tout à fait. Oui, l'arabité ouverte, l'arabité où la science joue un rôle important. Et Oui, sa conception par rapport à la religion, comment était-elle? par rapport à la religion, lui, il a pas mal développé l'aspect métaphysique, hein. Et ce n'est pas toujours un auteur très facile à lire, mais c'était lui, ça a été lui le cerveau de la fondation du Parti basse. Finalement, le parti basse n'est-il pas une construction dans le temps, non pas juste un point? C'est-à-dire qu'on peut se baser sur Arzouzi, mais n'a-t-il pas évolué différemment, par exemple en Irak, où il était beaucoup plus Non, mais dans le fondé Parti vers la basse, confession, dans qu'en le Syrie, où il Parti était beaucoup basse, plus laïque? c'est ce que j'ai écrit. Vous avez une espèce de romantisme culturaliste, la nation éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire, la nation éternelle? C'est un Inspiré de concept. Fichte, l'allemand. Oui, oui, c'est inspiré de l'Allemagne. C'est un concept purement romantique et, à mon avis, dont on ne peut que faire un mauvais usage. Donc, Mais oui. toute cette littérature que nous avons dans le monde arabe entre modernité et tradition, c'est importé directement d'Allemagne. Ce sont les querelles allemandes qui après sont devenues des querelles russes aussi. Vous prenez Dostoïevski contre les occidentalistes russes, vous avez la même chose. Et puis, vous allez retrouver ça en Chine. Les slavophiles, etc. Oui, absolument, absolument. Donc, une nation arabe avec un message universel, disons que c'est plus romantique que réaliste. Avec un message éternel, éternel. Éternel plutôt. Ah oui, il dit, oui, Zatrisala Khalida. Donc, c'est sur cette maxime-là qu'on pourrait définir les pays arabes. Non, non. Moi, je ne crois pas. Vous savez, les peuples sont finalement ce que leur activité philosophique, scientifique, technique font d'eux. Alors, s'ils ne font pas d'activité scientifique et technique, moi, j'arrêtais pas de me battre. Quand ils disaient nous exportons du pétrole pour importer de la technologie, non, ils n'importaient pas de la technologie. L'importation de la technologie, il faut aller regarder ce qu'ont fait les Japonais ou ce qu'ont fait les Chinois par la suite. Très juste. Très juste. Je passe la parole à mon camarade. Ouais, avant de poser ma question, est-ce que je peux rebondir vite fait sur le féminisme, sur la question d'Arabian? D'accord. Alors, je voulais vous demander, M. Georges Corm, parce que le féminisme, il y a quand même une pluralité, et est-ce que pour vous, il n'y a pas un féminisme quand même assez hystérique, assez vindicatif à dénoncer? Je m'explique. Par exemple, le féminisme qui, on va dire, primitif, originel, bien entendu qu'il faut l'encenser. Quand Simone Veil va au Parlement et dit le discours qu'elle dit, on ne peut qu'être d'accord, à savoir une femme n'a pas à être tuée car elle est femme, une femme doit avoir les mêmes points d'un point de vue de l'équité avec l'homme. Ça n'est pas cela le féminisme arabe. Je sais, mais je voulais juste terminer. Et en fait, parce que je parle d'un point de vue francophone, enfin en France, il y a un féminisme qui a été exporté un peu par le campus américain, qui est un peu vindicatif, qui n'est pas dans le fait de se complémenter avec l'homme, mais plutôt de voir une sorte de dualisme frontal. Et est-ce que celui-là, il n'est pas à dénoncer? Parce que en disant que le féminisme est une chose bien, d'une manière, on va dire, homogène, pour certains auditeurs, ils peuvent se dire, ah oui, ben finalement, toute forme de féminisme est à prendre. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais moi, si vous voulez, je suis très fier de voir que le féminisme arabe n'a aucun lien avec le Ah oui, féminisme. heureusement. Absolument aucun lien. Vient de décéder, Allah yarhama, Nawal Saadawi, qui était une femme absolument exceptionnelle. D'accord. Et il y en a beaucoup
que je cite d'ailleurs dans mon ouvrage sur pensée et politique dans le monde arabe. Je fais un petit inventaire rapide de ce féminisme qui est né 30 ans avant le féminisme européen. D'accord. Bah alors, je pose ma question qui était prévue. Vous avez parlé du père Hakim Moubarak. Et je le confesse, je ne le connaissais pas avant de voir votre conférence sur le sujet. Et vous avez dit avoir édité 500 pages, hein, c'est ça, 500 pages sur lui et sur ses analyses. Donc, maronite, intellectuel maronite, qui était à la Sorbonne. Et grande culture, aussi bien sur l'islam que sur d'autres sujets. Et est-ce que, simplement, vous pouvez dire quelques mots sur ce personnage qui, franchement, je le confesse, je l'ai découvert par vous et il est vraiment intriguant. C'est quelqu'un qui doit être connu, en tout cas, dans la sphère francophone. Ah oui, bah, c'était un intellectuel de très grande qualité qui était professeur d'islamologie à la Sorbonne et à l'université de Bruxelles. Vous avez plusieurs dizaines sûrement de jeunes Arabes qui ont fait leur doctorat avec lui. Et malheureusement, il est complètement ignoré de clergé maronite. Oui, c'est ça. Surtout le haut clergé maronite qui, bon, je ne voudrais pas, qui n'est pas un modèle de. Vous dites d'ailleurs que vous avez édité 500 pages sur sa personne et que ça a été très peu vendu. J'ai fait une introduction substantielle qui a été reprise dans les cahiers de l'homme, parce qu'il y a les cahiers de l'homme qui paraissent à Genève, je crois, qui ont fait un numéro sur Joachim Moubarak. Et c'est un homme. Moi, il y a deux hommes, enfin deux, trois hommes, je ne sais pas, mais parmi les influences positives que j'ai subies, il y a celle du père Moubarak, il y a celle du grand résistant algérien, Pierre Chollet, qui était membre du FLN, et il y a celle de Abdelmalek Temmam, qui était un ancien moujahid et le président de la Banque nationale d'Algérie, pour qui j'ai travaillé de longues années, puis ministre des Finances, et j'étais son conseiller très proche. Moi, j'ai une longue histoire avec l'Algérie. Souvent, je dis c'est ma seconde patrie après le Liban. Et puis, j'ai dû me battre en Algérie avec lui, d'ailleurs, contre la politique d'industrialisation, qui était une fausse politique d'industrialisation que menait. D'ailleurs, c'est par amour pour cette nation que vous êtes un peu critique d'un point de vue économique, parce que vous voulez qu'elle surplante d'une certaine manière des pays comme le Japon. C'est justement par amour pour la nation. Ah oui, tout à fait, oui. Mais vous aviez un ministre de l'Industrie tout puissant qui fascinait le président Boumedienne. Et on avait beaucoup de mal. Hein. Moi, j'ai vu le président Boumedienne une ou deux fois. J'ai essayé de l'orienter beaucoup plus vers les constructions de logements, parce qu'on sait combien la population était mal logée à l'époque. J'ai dit, au lieu de vous endetter des milliards de dollars pour des usines clés en main, comme vous aurez beaucoup de mal à faire marcher de façon efficace, parce que le terreau social algérien est encore un terreau très rural. Et c'était pas facile, ça n'était pas facile. Mais j'ai une tendresse, oui, énorme pour l'Algérie. En parlant de tendresse, je vais faire cette transition, je vais me permettre cette transition. Le fameux Paul Baltard qui nous a quittés il y a 1 an et demi, je pense, 1 an et demi, 2 ans, qui est un ami de longue date pour vous. Vos existences se sont croisées à plusieurs reprises. Absolument. Eh ben, Paul Baltard, Georges Pompidou. Son épouse aussi, d'ailleurs, oui, qui est admirable. Oui.
Ouais. Georges Pompidou avait demandé à Paul Baltard d'essayer d'institutionnaliser, de codifier la langue arabe dans l'éducation nationale. Et puis après, il n'y a plus de nouvelles. Et vous avez dit aussi qu'il fallait, donc en complément avec cette question, pour l'éducation nationale, en tout cas dans le giron français, l'équivalent un peu du Malais et Isaac, mais pour la civilisation arabe, pour permettre tout simplement d'avoir plus de sérénité dans l'apprentissage, moins de problèmes d'identité, etc. Est-ce que vous pouvez un peu développer un peu cette, comment dire, cette approche un peu schizophrène, un peu antinomique, je t'aime, moi non plus, entre l'éducation nationale et la langue arabe? Cette approche, malheureusement, elle est toujours euh, complètement obnubilée par le passé colonial. Et du côté français, beaucoup plus que du côté algérien. Les gesticulations de Benjamin Stora, là, récemment, moi, je les trouvais ahurissantes. Mais d'ailleurs, Benjamin Stora, on peut le classer où? Parce que les gens de droite le considèrent comme un gauchiste, les gens de gauche le considèrent comme… qu'est-ce qu'il est finalement, Benjamin Stora, politiquement? Moi, Pardon? non, je dis, je ne le suivais pas spécialement, hein, Benjamin Stora. Ah, d'accord. Je savais que c'était un nom et qu'il avait été pied noir en Algérie, mais pas plus que ça. Hein. D'accord. Et donc, vous voulez d'une certaine manière l'équivalent du Malais Isaac pour l'éducation nationale, pour éveiller un peu, pour avoir tout un paradigme plus large de toute forme de civilisation, notamment pour ceux issus des pays maghrébins d'origine, Oui, pour bon, avoir… ça, si vous voulez, dans l'article qui doit normalement paraître bientôt, que je vous ai envoyé, d'abord, je dis, il y a des islams, il n'y a pas un islam. Bien entendu, bien entendu. Et quand on dit un islam, comme ça, quand les gens pensent à un islam, ils pensent à un monstre. Il faut décoloniser l'histoire dans la tête des Français. Si je peux me permettre, quand j'avais 15 ans, j'avais cette vision binaire manichéenne qui consistait à dire l'islam a dit. Je disais ça, l'islam a dit. Et le temps est passé. Et là, maintenant, déjà, je dis j'essaye d'être musulman. Je dis rarement je suis musulman. Et je dis selon l'interprétation, selon tel texte. Je dis jamais l'islam a dit. Parce que pour moi, c'est une forme de vantardise, d'arrogance sans nom de dire ça. Oui. Oh, non, mais ça c'est assez effrayant. Hein, mais, Excusez-moi. Oui. Excusez-moi, parce que je vous ai coupé. Vous disiez par rapport aux islams plus réels. Vous savez, je ne sais pas dans lequel de mes ouvrages j'ai classé les islamologues français en deux catégories. Hein. Ceux qui sont de bons administrateurs coloniaux et ceux qui sont de méchants administrateurs coloniaux. Oui, j'ai vu ça. Vous avez vu ça? C'est toujours ça. Hein. Et vis-à-vis de l'Algérie, la France ne se remet pas d'avoir attrapé une raclée et d'avoir été sortie par la force, par les sacrifices innombrables qu'ont fait les Algériens. Et quand vous connaissez un peu le détail de la façon dont les Algériens ont colonisé l'Algérie, mais vous avez envie de vomir. Les Français, vous voulez dire? Oui, pardon, oui. Et d'ailleurs, vu qu'on parle de ça, et je te laisse le micro juste après, Rabian, quelle est votre vision du général de Gaulle dans une neutralité axiologique, sans jugement moral? Comment vous voyez de Gaulle? C'est intéressant parce que je ne connais pas votre avis sur le général de Gaulle. Écoutez, moi j'ai eu la chance, l'année où je suis arrivé à Paris pour faire mes études, c'est l'année où le général de Gaulle est revenu au pouvoir. Ah d'accord. Et donc, non, c'était un personnage. Hein, ah oui. C'est un personnage hors du commun, ça ne fait pas de doute. Est-ce que vous pouvez qualifier sa politique de pragmatique? Pragmatique et avec un certain sérail chrétien, voilà, parce que certains l'analysent comme tel. Comment vous pouvez qualifier, après je sais, De Gaulle, il y a tellement à dire, mais en quelques mots, comment vous pouvez qualifier sa politique, sa posture, sa manière Je crois que c'est le dernier grand homme politique qui fait honneur à la France.
Bah là, on est plus que d'accord, c'est vrai. Bah, Arabian, je te laisse finir. C'est vrai que quand on voit François Hollande, et il y a de quoi avoir peur. Bon, par rapport à ma question à moi, vous avez, je pense, vu qu'il y a certains pays arabes qui ont normalisé avec l'entité d'Israël. Quelle est votre opinion là-dessus? Est-ce que c'est des alliances sous-jacentes de longue date ou est-ce une nouvelle remise en cause du conflit palestinien? Ouais, enfin, je reviens à la dichotomie entre les Arabes du désert et les Arabes des villes. Oui. Et puis, moi, je crois que c'est trop tôt, on n'a pas assez de recul pour juger de cela, de ce qui va se passer. Ceci dit, de toute façon, dans le monde entier, on le sait, hein, l'État d'Israël jouit d'un soutien sans faille. Ça n'est qu'un prolongement des États-Unis d'Amérique. Hein. Et il ne faut pas oublier que la France aussi, la France a contribué à la naissance d'Israël, la France a armé Israël, la France lui a donné la bombe atomique, la France lui a donné les mirages. Et quand le général de Gaulle a arrêté ou a dit son fameux mot, le peuple dominateur est sûr de lui, le ciel lui est tombé sur la tête. Il a accusé d'être antisémite, exactement. Ouais. Enfin, moi, je ne fais aucune différence entre Israël et les États-Unis. C'est un seul et même État. C'est quelque part l'extension. Mais l'effondrement du front palestinien, puisque c'est un effondrement politique, n'ouvre-t-il pas la voie finalement à une colonisation dans l'extensif du Golan et du Sud-Liban, quelque part? Du Golan, ça va être difficile parce que bon, vous avez une forte présence russe en Syrie aujourd'hui. Les habitants du Golan ne se laisseront pas faire. Et donc, maintenant, le traitement infamant qu'on a fait à la Syrie toutes ces dernières années ressort aussi du crime contre l'humanité, à mon avis. L'exil de millions de personnes en Europe, est-ce que la Syrie est structurellement finie ou est-ce qu'elle pourra se relever un jour de cette émigration, de cette destruction, selon vous? Moi, je pense qu'elle se relèvera, oui. Aujourd'hui, on revient, hein, nous avons l'arrivée des Chinois, ça change quand même la donne, les Russes sont très présents. Non, moi je crois à l'avenir de la Syrie. Inch'Allah. Je te passe un micro, camarade. Et puis la prospérité du Liban dépend aussi hein, du fait que les relations avec la Syrie sont des relations normales. Syncrétiques. Oui, alors que aujourd'hui, on empêche le Liban d'avoir des relations développées avec la Syrie, ce qui est totalement anormal. Une totale aberration, exactement. Camarade? Oui, d'accord, ça, moi, je pensais que. D'accord. Alors, il y a un politologue, M. Georges Corm, peu connu dans le monde francophone, vous connaissez bien entendu, qui est Leonard Baider. Ouais. Et Leonard Baider a codifié d'une certaine manière la théorie de l'islamisation, entre guillemets, bien entendu, reprise d'ailleurs par Brzezinski, hein, avec son fameux livre Échiquier politique. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, surtout dans le monde francophone et pour nos potentiels auditeurs, quel est un peu le but, les conséquences et les influences et le schéma de cette fameuse théorie d'islamisation? Mais ça, c'était chercher la guerre froide. Hein. La guerre froide, c'est fait par l'instrumentalisation du catholicisme, du judaïsme et de l'islam. L'Amérique a fait feu de tout bois avec cela. D'accord. Et la CIA a joué un rôle aussi très important. D'accord. Qui probablement continue. Il n'y a qu'à voir le soutien qu'ont reçu toutes les organisations terroristes se réclamant de l'islam, avec malheureusement en plus le ministre des Affaires étrangères français de l'époque disant Al-Nusra a fait du bon boulot en Syrie. Et en complément donc avec cette question,
il y a une grande controverse que vous évoquez, c'est entre l'érudit marocain Mohamed Abdel Jabri et l'érudit syrien Georges Tarabechi sur l'univers mental arabe. Donc Oui, l'un disait qu'il était fermé, l'autre qui disait qu'il était ouvert. C'est intéressant. Est-ce que vous pouvez un peu développer pour les auditeurs, s'il vous oui. El Jabri, qui a d'ailleurs été adopté par les Saoudiens, hein. plaît? El Jabri défend le fait qu'il y a un esprit arabe immuable depuis l'origine des temps, enfin, un esprit islamique, évidemment, arabe dans sa composante islamique, alors que Tarabiche, il montre que ça n'est pas le cas, et que les sociétés musulmanes du Mashrek et du Maghreb ont connu beaucoup de développement. Enfin, elles ne sont pas des sociétés qui sont restées statiques, immuables. Ça ne fait pas sens. D'ailleurs, ça rejoint votre définition de la pensée, que je partage d'ailleurs, qui consiste à dire qu'une pensée comme ça, toute seule, indépendante, c'est un peu flottant, ça n'existe pas, parce qu'elle évolue en fonction de ce qu'elle a devant elle, d'une certaine manière. Une pensée, c'est pas flottant, ça se jumelle, ça s'articule avec les situations, les événements. Mais vous avez tout ce qu'on appelle la pensée essentialiste, hein, qui est une pensée plutôt raciste d'ailleurs, en fait. Hein. Les peuples ne bougent pas dans l'histoire, ils ont toujours la même mentalité. Les Grecs d'aujourd'hui seraient supposés être comme les Grecs du temps de Périclès et des imbécilités pareilles. Non, les peuples changent complètement à travers l'histoire. Donc, l'essentialisme est une forme de racisme très primaire que je combats d'ailleurs dans tous mes textes. Déjà, si un homme, par son essence, a plusieurs, on va dire, change, a des évolutions, a une optique évolutive intellectuelle, ben, que dire de civilisation au cours de siècles, au cours de millénaires? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que j'ai dit une fois sur Umbacom, j'avais fait un long interview, je leur ai dit, mais écoutez, la civilisation arabo-islamique, elle est morte. Celle qui a été si brillante, si extraordinaire. Aujourd'hui, il faut reconstruire, faire autre chose. D'ailleurs, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous connaissez Youssef Seddiq, le Tunisien philosophe. Ah oui, lui j'aime aussi, bien ce qu'il écrit, oui, oui. très intéressant. Lui aussi, il est dans ce paradigme intellectuel. Oui, absolument, absolument. On ne peut pas reconstruire la grande civilisation grecque, on ne peut pas reconstruire la grande civilisation romaine. Elles sont mortes et enterrées, c'est fini. D'accord, d'accord. Arabian, je te laisse. Alors, une question qui n'a rien à voir à la thématique, mais qui s'inscrit là-dedans. Vous avez été ministre des Finances au Liban. Comment se passe actuellement, selon vous, la crise politique au Liban, notamment après l'explosion? Oh là là. Comment ça, oh là là? Je regarde, ça fait combien de temps que nous sommes en train de bavarder de façon très intéressante d'ailleurs. Comment ça se passe au Liban? Ouais, le Liban est d'abord victime de son statut d'État tampon. Je l'ai expliqué dans les ouvrages que j'ai écrits. Les massacres qui ont pu avoir lieu vers la fin au milieu du 19e siècle étaient le reflet de l'affrontement des deux grands impérialismes britanniques et français. Par ailleurs, il existe une lettre du consul britannique à Beyrouth envoyée au Foreign Office en 1840, retenez bien cette date, oui. dans laquelle il dit ceci au Foreign Office: écoutez, la France est en train d'étendre son influence de façon extraordinaire par les liens qu'elle a tissés avec la communauté maronite. Il faudrait absolument que vous envoyiez les Britanniques de confession juive en Palestine pour que nous aussi, nous ayons notre point d'appui. 1840, bien avant la déclaration de Balfour.
D'accord, j'entrevois ce que vous voulez dire. Donc, quelque part, c'est l'extension d'un conflit franco-anglais. Ah De oui, manière. le Liban est né du conflit franco-anglais, absolument. C'est une vision qui est très peu connue, mais tout à fait Oui. pertinente. Et je rebondirai sur ma dernière question. Qui plus est, moi j'ajouterais autre chose, c'est que la communauté maronite, elle vient de Syrie. Elle est venue de la région d'Antioche. Mhm. Donc, elle est Et vous syrienne savez, par essence, quoi. ah oui, et vous savez, les maronites n'ont pas été persécutés par les musulmans à l'époque. Les maronites ont été persécutés par les jacobites de Syrie, qui était une église opposée à l'église maronite. Une forme sectaire du christianisme, quelque part. Ouais, enfin, je ne fais pas de jugement de valeur, hein, mais Disons qu'un mouvement réactionnaire, peut-être. je ne sais pas, non. Non, non, les jacobites croient en une nature unique du Christ. Hein, Ah, donc, je ne parle pas de la nature religieuse, mais plutôt politique, comme avec l'islam. Est-ce qu'il y oui, avait-il mais un vous savez, jacobisme politique? à l'époque, les conflits religieux, à ces époques, traduisaient des conflits politiques. Mhm. D'accord. C'est ce que je voulais savoir. Et ma dernière question concerne la France. Je pense que vous avez vu la nouvelle loi du séparatisme en France qui interdit notamment le voile un peu partout, le fait de ne pas avoir des drapeaux entre parenthèses arabes ou étrangers dans la société française. Est-ce que c'est une loi qui va apaiser des tensions, construire une identité française ou c'est simplement un prétexte politique? Moi, je crois qu'il y a une crise de la laïcité en France, hein, Oui. et, et avec des dirigeants qui sont très imprégnés du passé colonial aussi. Hein, et ça, je Mhm. pense que les musulmans, les jeunes musulmans de France le sentent. Hein. Alors, au sein de la société française, c'est ressenti. Donc, quelque part, c'est une politique de l'improviste, ce n'est pas vraiment quelque chose de bien théorisé, c'est pour sauver une laïcité en agonie. Oui, oui, enfin, le modèle français ne fonctionne plus très bien. Hein, donc, il Quelque part, faudrait que, il est il à bout de faudrait, souffle. il est à bout de souffle. D'accord, très bien. En tout cas, c'était ma dernière question, Monsieur Georges Cobb. La Oh, dernière question de mon camarade Ezekiel Jad et nous allons clôturer. d'accord. Merci, Arabian. Alors, il y a une phrase qui est, à mon sens, et logiquement, à votre sens aussi, fédératrice, importante. Vous dites, par essence, un conflit est profane. Est-ce que vous Ouais. pouvez développer, parce que pour moi, c'est vraiment, c'est la phrase, on va dire, cardinale et substantielle qui résume un peu tout, d'une certaine manière. Est-ce que vous pouvez un peu développer avec des exemples, etc., pour les auditeurs? Oui, ce que j'ai toujours dit, c'est que, en fait, c'est l'ambition des puissants qui fait les guerres. Et il faut trouver un habillage aux guerres, il faut les justifier, il faut que vous justifiez qu'il y aura mort d'homme. Et donc, qu'est-ce qui est le plus facile? C'est l'argument religieux devient le plus facile. Et nous avons vu la quatrième croisade qui s'en est même pris aux Byzantins. C'est quelque chose d'extraordinaire. Ce que je rappelle aussi, c'est que quand on fait cette opposition Orient-Occident, que je n'aime pas du tout, que j'ai appelé fracture imaginaire, on oublie que la première grande division Orient-Occident, c'est celle entre l'Empire romain d'Orient et l'Empire romain d'Occident. Il n'y a pas de musulmans à l'époque. Les gens devraient se rappeler ça, parce qu'il faut dépassionnaliser les problèmes. Là, aujourd'hui, la passion, et en France, la passion est assez incroyable. Que les Français aillent faire une enquête, qu'ils aillent voir comment ça se passe dans d'autres pays, en Allemagne, en Suède, en Norvège, il n'y a pas toutes ces histoires. D'ailleurs, pour le cas de Khomeini, il y a Foucault qui valide d'une manière métaphysique l'ambition de Khomeini, alors qu'à la base, la révolution était populaire, Absolument. pragmatico-profane. C'est ce que j'explique. C'était une énorme révolution populaire. Énorme.
et M. Bazargan, qui était, et le Toudé, étaient des partis à orientation laïque. D'ailleurs, l'ancien président Bani Sadr, dans ses mémoires, il relate des relations un peu bizarres, un peu mystiques, un peu floues entre les Amériques et Khomeini. Mais ici, moi, j'ai dû l'écrire. Je crois que les Français n'ont pas très bien compris, ils n'ont pas lu l'ouvrage de l'imam Khomeini, le gouvernement islamique. Hein. Ils ont pensé qu'ils avaient affaire à un frère musulman classique, comme tous les frères musulmans, et que ça serait un client de l'Occident politique. D'accord. Et j'ai une toute dernière question. Je ne sais pas, Arabian, si je peux, vite fait. Si M. Georges le permet, ah oui, pourquoi pas. Ah, bien entendu. Bon, allez-y, allez-y. Ok. Tout à l'heure, on a évoqué la fuite des cerveaux. Et je voulais savoir quel est votre avis sur ce qu'on appelle la remigration, mais la remigration d'une manière individuelle, à savoir quelqu'un qui est soit né en France, mais d'origine du Machrek ou du Maghreb, soit qui est venu par la suite à l'âge de 15, 20, 30 ans, et qui finalement veut revenir à son pays d'origine, mais par un destin, on va dire, tout simplement individuel. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous encouragez ça ou bien vous Oui, avez moi pas vraiment... j'encourage cela. Non, non, mais moi j'ai même dit sur des radios françaises, j'ai même dit, mais écoutez, les musulmans qui se sentent tellement mal à l'aise en France, eh ben, il faut qu'ils rentrent dans leur société d'origine. Mhm, mhm. Ça me paraît du bon sens. Bien sûr. Bien sûr. Après, il y a une démographie qui explose. Et puis, qui est gagnant là-dedans? Je veux dire, tous les prolétaires entre eux, enfin, je veux dire que ça soit le peuple historique ou ce qu'on appelle d'une manière un peu péjorative, ceux qui sont venus par la suite, les halogènes, etc. Finalement, ça explose dans tous les sens. Mais bon, si on a une lecture pessimiste, mais si on a une lecture optimiste, on peut voir, comme vous voyez la chose, des destins individuels qui peuvent reformenter dans le fief du pays originel une structure et une renaissance économique. Oui, moi je pense. Hein, il faut rapatrier les cerveaux, les compétences surtout, et même rapatrier des jeunes qui sont mal dans leur peau. Alors là, c'est la première. C'est la première depuis, parce que là, il y a une divergence avec Arabian, parce qu'Arabian, il part du postulat que les jeunes un peu foufous, il faut les laisser en France. lui, il veut que le cerveau, lui. Qui donc? Qui veut laisser? Moi, je pense qu'il faudrait rapatrier les compétences et par contre, ce qui est de l'ordre, entre parenthèses, de la délinquance, qui est une délinquance généralement européenne et différente de la délinquance qu'on a dans nos pays d'origine, c'est leur fardeau, je pense. On n'a pas non plus à tout prendre. Mais ce n'est que mon avis. Moi, je pense que si un jeune musulman est très mal dans sa peau en France, moi, je pense que ce serait bien qu'il rentre chez lui. Non, moi j'ai de l'affection pour Arabian, mais je suis du même avis que Georges Corbe. Ça veut dire aussi bien le cerveau que... En tout cas, je te laisse conclure, Arabian, je te laisse conclure. Donc voilà, mes chers camarades, c'était un entretien avec l'excellent Georges Combe. C'est pour moi personnellement un honneur de vous avoir parlé et entretenu sur ces questions. Merci, merci. Moi aussi. Hein. C'est complexe. J'entends parler de votre nom depuis que je suis tout petit, notamment avec d'autres penseurs, mais en l'occurrence, je m'adresse à vous actuellement. Donc voilà, mes chers camarades, Georges Combe, qui a publié plusieurs ouvrages. La thématique qu'on a essayé d'engager était nationale, arabe, européenne, géopolitique en général. Un mot, mon camarade Ezekiel? Si je peux me permettre, parce que parmi tes auditeurs et mes auditeurs, Arabian, on a beaucoup de personnes de confession musulmane. Je tiens vraiment à dire que M. Georges Corbe, quand on lit son œuvre, quand on regarde ses conférences, il n'est pas musulman, mais c'est quelqu'un qui défend l'islam mordicus encore 1000 fois mieux que des personnes se revendiquant musulmanes. C'est vraiment quelqu'un qui fait le boulot, comme on dit. Il faut vraiment comprendre sa pensée, ses analyses. On peut avoir des désaccords, c'est normal, mais je veux dire, dans les grandes lignes, c'est quelqu'un qui, à mon sens, doit être encore plus connu qu'il est actuellement. Exactement. Voilà. Un dernier mot, M. Georges Combe? Merci. Non, écoutez, merci. Je crois qu'effectivement, vos questions étaient très pertinentes et que j'ai pu m'exprimer
de façon tout à fait libre, décontractée. Et